remercie à l'association des Dataset pour la captation et la mise à disposition. Donc, bonsoir, nous sommes ravis ce soir donc, de vous présenter ce petit temps de conférence, discussion sur le thème d'activité physique et santé mentale. Nous l'avons proposé dans un format qui est à peu près d'une heure, plus le temps de discussion derrière, et on essaiera de respecter ce temps-là. Pour information, donc effectivement, la conférence fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre à ceux qui étaient inscrits mais qui n'étaient pas en mesure d'assister en direct, de pouvoir leur adresser le lien. Donc, vous et les autres personnes inscrites, il y avait 500 personnes inscrites, donc ce qui nous laisse à penser que le sujet mérite une attention particulière. Toutes les personnes auront la possibilité de réécouter la captation qui en aura été faite. Les supports pourront vous être donnés. Dans tous les cas, on vous donnera le maximum d'informations à la fin et à l'issue de ce temps-là. Donc oui, Didier Fauchard, je me présente, je suis délégué MGEN dans le Maine-et-Loire et je suis référent sport santé pour la région Pays de la Loire. À ce titre-là, donc, et dans la préparation, j'ai fait appel à des personnes avec lesquelles je collabore dans le cadre de cette action sport santé, donc le docteur Céline Guérin-Faucheur qui est à distance et que vous voyez dans une des petites parties de votre écran, et à mes côtés, Anthony Chauviré, professeur, enseignant en éducation physique adaptée, activité physique adaptée, sur lesquelles il pourra donner un peu plus de précision tout à l'heure. Je vous informe également qu'à mes côtés, j'ai Sylvie de la MGEN de Vendée qui est à mes côtés et qui va gérer la partie du fil de discussion et qui reviendra vers nous sur la fin et qui posera les questions que vous aurez mises dans le fil de discussion. Ne soyez pas surpris si nous tutoyons. Il se trouve que Céline d'un côté, Anthony de l'autre, nous avons l'habitude de travailler ensemble et qu'on se tutoie de manière habituelle. Donc voilà, on a convenu ensemble de conserver, pour des raisons de spontanéité, ce tutoiement. Je vais débuter donc la présentation par un petit texte que j'ai préparé et que je vais lire pour être sûr de publier le moins de choses possible. Je veux bien, Bastien, que vous passiez la première diapo pour ce premier temps. Voici, merci. Donc, pour accompagner les semaines d'information de la santé mentale, et dites les SISM, le groupe régional de prévention des Pays de la Loire, MGEN, a choisi de s'intéresser au sujet de l'activité physique en lien avec la santé mentale. En effet, la crise Covid a mis en avant le sujet de la santé mentale et nous a même obligés à redéfinir le terme de santé mentale, souvent connoté de manière pathologique. J'ai repris une définition qui est celle donnée par Santé publique France. La santé mentale est une composante essentielle de la santé, représente bien plus que l'absence de troubles, de handicaps mentaux. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà le cadre général de ce qui est aujourd'hui défini dans la santé mentale. Donc, il ne s'agit pas ce soir de traiter de cette définition, mais plus globalement de mieux identifier la relation entre activité physique et santé mentale. C'est pourquoi notre parti pris est de proposer des éclairages par nos intervenants pour le bénéfice du plus grand nombre en prévention primaire et pas seulement de l'accompagnement des personnes ayant des troubles identifiés pris en charge par des professionnels de santé spécialisés. Donc, je remercie le docteur Céline Guérin-Faucheur, donc pharmacienne référente du groupe MGEN à Paris, et Anthony Chauviré à mes côtés, enseignant en activité physique adaptée à Sport pour tous, pour leur présence, mais aussi leur engagement à nos côtés pour préparer cette soirée. Nous avons pris l'angle de la prévention et celui de l'accompagnement, car il nous est apparu que ces axes méritaient plus d'informations, et cela en direction du plus grand nombre. En effet, à partir de différents échanges que nous avons pu avoir, il apparaît qu'il y a une réelle possibilité d'agir sur ce déterminant qu'est l'activité physique pour accompagner notre santé, mais ici plus spécifiquement notre santé mentale. Si le ministère de la Santé et de la Prévention désormais, et le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes âgées mentionnent sur leur site que l'activité physique est bénéfique pour la santé physique, il est nécessaire de préciser que des études et des rapports identifient également la pratique régulière d'une activité physique, que la pratique régulière d'une activité physique est associée à une amélioration de la santé mentale, anxiété et dépression. Je viens justement, Bastien, la diapositive suivante qui énumère l'ensemble des bénéfices proposés au titre. Alors, vous aurez le document, mais la petite ligne verte, c'est celle qui vient d'identifier exactement ce que je vais dire. Donc, parmi les bénéfices qui ressortent des différentes études, donc celle de l'INSERM, apparaît les bénéfices en santé mentale. Donc, ce soir, dans un premier temps, Anthony Chauviré nous éclairera sur ce qu'il convient de comprendre par activité physique et pratique régulière. C'est là-dessus qu'on va le questionner. Puis, le docteur Céline Guérin-Faucheur traitera, comme pharmacienne, des effets de l'activité physique sur notre corps et notre cerveau.
en sa qualité de pharmacienne. Nous proposerons un retour ensuite à Anthony d'illustrer les pratiques à travers des accompagnements mis en œuvre auprès des différents publics, dont des publics pris en charge pour des troubles. Nous proposons ensuite un temps d'échange avec la possibilité de poser des questions à nos intervenants via le fil de discussion. Ces questions nous seront transmises par ma collègue Sylvie, chargée de mission régionale de prévention Pays de la Loire, qui a co-construit avec nous ces soirées et que je remercie. Voilà, je propose donc la diapositive suivante pour engager Anthony, notre spécialiste de l'activité physique adaptée, et qui va donc débuter son intervention en nous expliquant ce qu'on doit concevoir derrière le terme activité physique et peut-être également un peu plus ce qui va avec activité physique et activité aussi, une pratique régulière. Je veux bien aussi que dans ces cas-là, tu puisses nous faire par opposition ce qui relèverait du sport et de l'activité physique et comment on peut distinguer les deux. Merci. Merci Didier, merci à toi et à la Jeune pour l'invitation. C'est un plaisir d'intervenir auprès de vous tous ce soir en compagnie de Céline. Je suis enseignant en activité physique adaptée, donc j'ai une formation universitaire pour proposer de l'activité physique pour tous, c'est-à-dire du tout petit à partir de 2 ans jusqu'à la personne âgée, voire très âgée, puisque j'enseigne sur Angers et le Maine-et-Loire, et notre adhérente la plus âgée à Sport pour tous doit avoir 103 ans cette année. Donc, vous voyez qu'en fait, l'activité physique et ce que je vais définir ensuite, eh bien, c'est pour tout le monde et c'est partout. Donc, mon enjeu ce soir, c'est vraiment de vous éclairer. C'est pour ça que j'aime bien le terme des éclairages. Ce n'est pas de vous faire un enseignement, un cours, mais de vous éclairer sur des termes. Parce que ce qu'on comprend bien, en général, après, on peut le mettre en pratique facilement. Donc, j'espère que je serai assez clair et je vous donnerai envie, en tout cas, de vous intéresser à ce terme et de le mettre en pratique. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, l'activité physique. Vous êtes actuellement 113 connectés sur 500, c'est pas mal. Si je pose cette question, qu'est-ce qu'on entend par activité physique? Je suis sûr que je vais avoir 113 réponses différentes à peu près. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que l'activité physique, ce n'est pas du sport. On emploie souvent le terme sport et santé, et très souvent, on fait peur. Alors pourquoi? Parce que sport, ça évoque souvent de mauvais souvenirs pour beaucoup d'entre nous. La souffrance, la douleur, la compétition, la défaite, et puis la santé peut parfois représenter la maladie, la mort. Donc, c'est souvent 2 termes qu'on veut employer vraiment dans le bon sens du terme, mais qui est mal compris. Donc, l'activité physique, comment on le définit en fait? C'est tout mouvement que vous produisez par vos muscles squelettiques. Alors, les squelettiques, c'est les os. Non, en fait, c'est les muscles que l'on contracte volontairement. Donc, si je vous demande de vous lever, eh bien là, vous êtes en train de produire une activité physique. Donc, si vous travaillez au bureau, si vous êtes retraité, vous êtes cruciverbiste par exemple, levez-vous de temps en temps. Vous êtes en train de faire de l'activité physique, donc vous vous faites du bien. Vous bougez vos épaules, vous contractez les muscles de l'épaule, voilà, donc, etc. C'est ça les muscles squelettiques, c'est les muscles que l'on va contrôler, que l'on va commander volontairement. Alors, il y a 2 autres types de muscles, le muscle cardiaque. Bon, jusqu'à preuve du contraire, personne n'arrive encore à le contracter volontairement, et bien heureusement. Et puis, les muscles involontaires, c'est vraiment les viscères, puisqu'un estomac se contracte, les intestins se contractent. Donc, voilà, vous voyez un petit peu mieux de quoi on parle. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, une dépense calorique. L'activité physique va générer, vous le savez peut-être, et c'est peut-être une réponse face à la crise énergétique, de la chaleur. Je me bouge, je contracte le muscle, et le muscle, eh c'est une vraie usine à chaleur. Il va aller chercher, grâce à son métabolisme, à son fonctionnement, eh bien, il va aller chercher des calories. Eh bien, en brûlant ces calories, il se réchauffe. Donc, nous dépensons plus de calories en bougeant qu'au repos, c'est-à-dire sur une chaise ou allongé. Donc, c'est un terme que l'on peut vraiment considérer comme un grand panier très large, où dedans, on va pouvoir mettre des éléments. Donc, je vous ai dit, se lever régulièrement. C'est par exemple monter les escaliers. Ça peut être emmener les enfants à l'école de manière active. Ça peut être se déplacer avec des amis, la randonnée du dimanche. Ça peut être aussi le footing, ça peut être le match de tennis, etc. En fait,
on peut tout mettre dedans. Le tout, c'est de comprendre que eh bien, ça se résume à l'intention de bouger. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la diapo suivante. Donc, l'activité physique, je l'ai insérée dans le mot sport et sédentarité que je vais définir juste après. L'activité physique, vous allez avoir un effet sur, on l'a dit, le muscle. Donc, vous allez brûler plus de calories qu'au repos. Vous allez avoir un effet sur le cœur. Et donc, ça ne sert à rien de bouger à haute intensité, mais plutôt, on va dire, autour de 60% de son effort cardiaque maximal. Comment on définit l'effort cardiaque maximal? Eh bien, vous faites la formule 220 moins votre âge et ça vous donne votre fréquence cardiaque maximale. Si vous travaillez à 60% de cette fréquence, autant dire vous n'êtes vraiment pas à 100%, eh bien, vous vous faites déjà du bien. Et c'est ce que l'on va préconiser dans toutes les pathologies, dans un objectif de soin. L'activité physique, c'est aussi un moyen de renforcer ses os. Et quand on sait que eh bien, une personne de plus de 65 ans sur 3 chute et ça peut glisser vers des pertes d'autonomie assez dramatiques, on a tout intérêt à bouger pour fabriquer de l'os et rester autonome le plus longtemps possible. Donc voilà l'enjeu de l'activité physique aujourd'hui. Et vous allez vous dire, mais pourquoi cette photo de se brosser les dents sur qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien, je vous ai mis cette photo parce que je voulais vous demander si vous vous brossiez les dents 14 fois sur une journée ou alors 2 fois par jour. Eh bien, l'activité physique, c'est pareil, c'est de l'hygiène. Si vous bougez 4 heures le dimanche, vous êtes dans l'erreur. Eh bien, fractionnez votre temps consacré à l'activité physique. Vous apporterez à votre corps le nécessaire pour vous faire du bien, peut-être même pour vous soigner de certaines pathologies. On peut parler de la maladie psychique, mais on peut aussi parler du diabète, du cancer, puisqu'on est dans le mois d'Octobre Rose. Vous savez que pratiquer une activité physique eh bien, réduit les risques de 50% de déclarer certains cancers, notamment celui du sein chez la femme, dont on parle beaucoup en ce moment, mais pas que. Donc, voilà sur quoi je voulais insister. C'est vrai que c'est le terme majeur de cette soirée. Si on parle de sport maintenant, on peut passer à la diapo suivante. Eh bien, on sait que le sport, lui, il a plutôt une orientation de compétition, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser à des activités qui sont normées par des règles et on va diminuer fortement les bénéfices plus on le pratique à haute dose. Donc, je vous ai mis cette petite courbe avec sur l'axe vertical les bénéfices sur la santé globale. Donc, dans la santé, on parle bien du corps, les muscles, le cœur, le sang hein, et les analyses de sang que vous pouvez faire, la tête, le moral, l'humeur, et puis le côté social, hein, le fait d'être bien en société, d'être plutôt là, si on ne va pas se taper dessus ce soir avec Didier, c'est qu'on est des fervents pratiquants d'une activité physique quotidienne. Voilà, donc en fait, ça a vraiment une vocation globale, hein, le terme bénéfice sur la santé. Donc, vous avez cet axe vertical, et puis dans l'axe horizontal, eh bien, vous voyez qu'à dose égale, eh bien, quelqu'un qui est inactif, c'est-à-dire qui ne répond pas à la norme des préconisations d'activité physique quotidienne, eh bien, il va bouger, il va se procurer beaucoup plus de bénéfices sur un même temps que quelqu'un de sportif. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire du sport à haute dose, il vaut mieux être actif régulier et non pas sportif on va dire, occasionnel. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous allez avoir une bonne réponse à la dose d'activité physique apportée si vous êtes pratiquant régulier et non pas sportif occasionnel. Donc, plus vous allez ensuite monter en intensité et être sportif de haut niveau, on va dire, eh bien, plus vous allez avoir des effets qui vont se réduire et vous pouvez même avoir une courbe qui va s'inverser avec la notion de stress physique, puisque à haute dose, le sport peut générer eh bien, des douleurs, peut générer des accidents, et puis vous pouvez aussi avoir des stress psychologiques avec des réponses importantes demandées pour atteindre des objectifs hauts, voire très ou trop hauts. Donc, c'était ce message que je voulais aussi faire passer. Attention sur la haute dose, la modération est plutôt à encourager.
on peut… Après, c'est OK. Donc, pour terminer, je n'ai pas fait de slide précisément sur la sédentarité, mais il me paraît important d'expliquer ce terme, puisque le mot sédentarité, il peut vous apparaître sur différentes définitions. Maintenant, on commence à être un petit peu averti, puisque l'État en parle beaucoup, lutter contre la sédentarité, faites vos 7500, 8000 pas par jour minimum. Donc, la sédentarité, c'est le fait de rester 8 heures par jour en position assise. Donc, c'est-à-dire, je suis assis et je ne provoque pas de dépenses énergétiques, si ce n'est la dépense pour digérer, etc. Donc, cette sédentarité, il faut la casser au maximum. Et aujourd'hui, les études le montrent, la sédentarité tue plus que le tabac. On a des chiffres qui le prouvent, qui le montrent. Et la sédentarité coûte cher. Remettre en mouvement des personnes très sédentaires pourrait faire gagner jusqu'à 5 fois en termes d'économie de société. Donc, c'est de l'argent qui pourrait être mis ailleurs. Donc, ça, c'est souvent, on a besoin de parler d'argent pour que ça frappe un petit peu l'esprit. Mais c'est quand même assez hallucinant de voir que remettre des personnes en mouvement et pas au sport pourrait engendrer des économies vraiment notables sur nos sociétés actuelles. Donc, c'était le message que je voulais faire passer ce soir, l'éclairage. Et puis, bien sûr, on pourra en rediscuter un peu plus tard si jamais certains ont des remarques sur cette présentation. Merci Anthony. Je vais faire la transition puisqu'après c'est Céline. Alors, je veux bien que la diapo suivante, Bastien, soit affichée. Merci. Alors, Céline va nous expliciter un petit peu. Alors, elle reviendra, je pense, aussi sur ces sujets financiers parce que derrière la pharmacienne, il y a aussi cette question des médicaments et des prescriptions et de tous les enjeux qui vont avec le coût médicamenteux. Alors, c'est vrai que l'activité physique, elle peut être gratuite parce que prendre ses chaussures pour aller marcher et aller randonner n'a pas de prix, si le prix de la chaussure, mais à la limite, ça fait des choses qui ne sont pas remboursées encore par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Mais dans la continuité un peu pour expliciter un petit peu ce qui se passe désormais, puisqu'on a, à mon sens, pris un peu les éléments sur l'activité physique, le sport, l'activité physique et sportive, et les enjeux qu'étaient et la façon dont on pouvait éventuellement les mettre en place. Céline, je vais te laisser la parole pour nous donner un éclairage, c'est pas plus chimico, pharmaco, je ne sais trop quoi, mais quelque chose qui participe un peu de nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est en activité. Voilà. Ouais, merci à tous les deux. En effet, c'est tout à fait ça. Anthony a brossé effectivement les lignes et les concepts et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir mais pourquoi ça se passe comme ça en réalité dans notre corps et aussi dans notre cerveau. Diapositive suivante. Donc, on va parler en effet activité physique, santé physique et santé mentale, puisque le corps et l'esprit ne sont pas deux réalités distinctes. Elles s'influencent mutuellement. Ce que vous faites avec votre corps, et Anthony l'a très bien dit, profite ou nuit à vos facultés mentales. On va essayer de comprendre pourquoi au long de cette conférence. À partir de ça, on se rend compte quand même que chez le médecin, symptômes physiques et symptômes mentaux sont souvent traités très séparément. D'ailleurs, il y a des spécialités différentes et puis chacun fait un petit peu sa cuisine sans forcément communiquer de médecin à médecin et vous êtes au milieu à ne plus savoir trop comment vous en sortir. Tout est traité séparément, y compris les douleurs. Or, c'est complètement aberrant dans la mesure où la douleur, ce n'est pas juste une douleur. La douleur ne s'exprime pas uniquement par le physique, mais la douleur a bel et bien 4 composantes. Une composante physique, effectivement, sensoridiscriminative, c'est le coup de marteau, on souffre avec sa chair. Ok, tout le monde comprend, tout le monde le sait. Mais il y a 3 autres composantes à la douleur. Une composante psycho-affective, donc là c'est le coup au cœur, souffrir avec son cœur. Une composante cognitive, c'est le coup à la porte du passé. On souffre avec sa tête, on se souvient de ce qui s'est passé. Et une composante comportementale, là c'est le contre-coup. On souffre avec ses gestes, on pleure, on se roule par terre, on crie ou au contraire on reste prostré. Donc avec ces 4 composantes, on voit bien qu'on ne peut pas traiter par un seul abord la douleur.
Donc, ça va expliquer aussi qu'il y a quand même une incohérence entre traiter séparément notre santé physique et notre santé mentale. Avec tout ça, on se rend compte que plus de 23 milliards d'euros par an sont remboursés par l'assurance maladie au titre des maladies psychiques et à la consommation de psychotropes. Didier en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on verra un petit peu l'impact des médicaments sur notre santé mentale. Bien sûr, on en a besoin, mais pas que. Mais là, on n'est plus dans la prévention primaire, on n'est ni secondaire, on est après, ce qui n'est pas l'objet de notre conférence ce soir. Et puis, 64% des Français, des Françaises, déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Donc, on n'est pas du tout dans la maladie mentale, les troubles, les handicaps, forcément, mais on voit que beaucoup de monde sont concernés et concernés. Diapositive suivante. Pour revenir aux bienfaits du sport ou de l'activité physique, pardon Anthony, sur la santé physique. Donc, tout le monde le sait, la pratique d'une activité physique, ça entraîne une dépense d'énergie, ok ? En d'autres termes, le sport permet de rétablir l'équilibre entre nos dépenses énergétiques et nos apports énergétiques. Ainsi, on peut essayer de maintenir un poids stable, relativement stable. Alors, évidemment, pour que ça soit réalisable, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le préciser. Anthony l'a dit également, alors je vais aller vite, on réduit le risque de maladie, qu'elles soient chroniques, cardiovasculaires ou même les cancers. Le sport permet de se muscler, le cœur est un muscle. On va entretenir notre cœur en faisant du sport. Des os plus solides, alors c'est vrai qu'Anthony l'a abordé, mais on va essayer de comprendre quel sport nous aide aussi à renforcer nos os et pourquoi ça nous les renforce, nos os. L'activité physique et notamment les sports à impact, c'est-à-dire tout ce qui va faire que nos os seront sollicités, la course à pied, les sports de ballon, le fitness, vont engendrer un renouvellement de ces os. C'est-à-dire que les diaphyses, c'est-à-dire la partie longue de l'os, et les épiphyses qui sont au bout des os, vous voyez, vous représentez l'os long et de chaque côté, tous ces deux parties-là vont augmenter durant le processus du sport. Et ça va donc permettre de redynamiser nos os. Les os sont en permanence déconstruction-construction. Donc, on va augmenter la construction osseuse en faisant du sport et principalement les sports d'impact. Alors, évidemment, il faut prendre les précautions adaptées puisque si on fait une fréquence trop élevée ou un entraînement trop intensif, on peut arriver au contraire à une apparition de problèmes osseux. Je ne vais pas revenir sur l'inactivité physique et la sédentarité puisque Anthony vient de l'aborder, mais il faudrait se lever en gros toutes les heures pour faire quelque chose pour éviter d'être sédentaire. D'accord ? Donc, en gros, voilà, pour tous ceux qui sont derrière leurs écrans toute la journée, allez vous chercher un café, arroser vos fleurs une fois par heure et ça sera une bonne chose. Ce qui engendrera aussi d'aller aux toilettes si vous buvez beaucoup de café. Donc, on sera dans un cercle vertueux, tout va bien. Mais évidemment, il est important de lutter contre les deux. Il faut lutter à la fois contre l'inactivité physique, mais aussi contre la sédentarité. Parce que chacun de ces comportements, indépendamment l'un de l'autre, va induire une augmentation de la mortalité et des pathologies chroniques. Diapositive suivante. Ça, c'est simplement pour illustrer ce qui va se passer si on fait un entraînement trop important et qu'est-ce qui va engendrer. On va se faire une lésion osseuse, musculaire. Cette lésion va engendrer parfois une inactivité, alors qu'on espère le plus temporaire possible, puisque maintenant il est prouvé que, y compris dans les cas de fibromyalgie, etc., il est recommandé de ne pas rester inactif. Cette inactivité elle-même va nous faire passer à l'étage supérieur, c'est-à-dire d'être de plus en plus fatigué. On va par ailleurs moins en moins dormir et on arrivera à l'anxiété, voire à la dépression, qui sont des pathologies directement liées à cette inactivité. Alors, diapositive suivante, pardon. Qu'en est-il de l'activité physique sur notre santé mentale? Donc là, tout va être, une partie en tout cas, va s'expliquer effectivement par de la chimie. L'exercice affecte le cerveau de plusieurs façons. D'abord, se bouger augmente la fréquence cardiaque. Donc, ça va apporter plus d'oxygène dans notre cerveau. Mais l'exercice va aussi augmenter la libération d'hormones
Et ces hormones fournissent un excellent environnement pour la croissance de nos cellules de cerveau. Il favorise également la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il va stimuler la croissance de nouvelles connexions entre les cellules dans de nombreuses régions importantes de notre cerveau. Aussi, le sport stimule la mémoire. Se dépenser est associé à une plus grande croissance cellulaire dans une partie du cerveau qui est l'hippocampe, cette partie est au cœur des apprentissages et de la mémoire. Je vous passe un certain nombre d'études, mais une d'entre elles est assez imagée puisque aux Pays-Bas, des chercheurs ont intercalé dans des conférences étudiantes des séances d'aérobic de 20 minutes au cours de la conférence. Chaque heure, 20 minutes d'aérobic. Et ils ont constaté qu'effectivement, ça avait amélioré la durée d'attention des étudiants. Donc évidemment, on peut penser que le sport a de nombreux bienfaits sur la santé mentale, c'est évident, on est tous d'accord pour le dire. Mais il faut quand même savoir qu'il n'est pas toujours sans risque, puisqu'il peut tout de même entraîner des effets négatifs. On sait que dans tous nos neurotransmetteurs, et on va le voir après, il y a cette histoire d'endorphines. Alors, je vous le détaillerai tout à l'heure, mais ce sont des hormones qui ont des effets similaires à des drogues. Donc, comme pour toutes les drogues, certains peuvent devenir accros à la pratique d'une activité régulière et intense. Et on va parler alors de bigorexie, c'est-à-dire que la personne touchée aura un sentiment de manque et de stress lorsqu'elle ne pratique pas l'activité physique. Et je vois Didier sourire parce que peut-être qu'il n'en est pas loin. Diapositive suivante. Donc cet équilibre, il faut le conserver, évidemment. Cet équilibre entre nos neuromédiateurs, le phénomène d'inflammation, la plasticité cérébrale et puis tous les récepteurs qui vont intervenir dans cet équilibre. On va l'illustrer par la diapositive suivante. La diapositive suivante représente en effet une synapse. Une synapse, vous en avez tous entendu parler certainement, c'est que dans le cerveau, il y a des millions de neurones. Ils sont connectés les uns aux autres par un circuit très complexe. Donc, vous voyez sur le schéma la représentation d'une synapse. Les deux terminaisons neuronales en haut, elles communiquent avec le neurone du bas. Et cette communication, elle se fait grâce à des neurotransmetteurs qui sont un type d'hormones. Ils sont libérés par les neurones, ils entrent dans la fente synaptique. Je fais des gestes, mais parce que je ne peux pas vous montrer sur la flèche, mais je suis sûre que vous voyez très bien ces petits points verts et bleus qui vont descendre dans la synapse pour ensuite être recaptés vers le haut ou bien se fixer sur un récepteur dans le neurone suivant. Et c'est comme ça que le système, l'information va passer d'un neurone à un autre. Ce sont les neuromédiateurs qui vont se fixer sur les récepteurs et qui vont transmettre l'information. Donc, si les neurorécepteurs et les neurotransmetteurs fonctionnent correctement, le corps et l'esprit rentrent dans un état d'équilibre du système nerveux. Tout va bien. Par contre, tous ces neurorécepteurs vont agir sur la concentration, la mémoire, l'apprentissage, la qualité du sommeil, du repos, etc. Donc, évidemment, on voit tout de suite que si on a des médicaments ou des substances chimiques qui agissent à quelque niveau que ce soit de cette chaîne, de largage de neuromédiateurs, de recapture ou de fixation sur un récepteur, si on enlève des récepteurs, si on augmente la quantité dans la fente synaptique, le message qui va passer sera différent et va varier en qualité et en quantité. Donc, notre mémoire, notre apprentissage, notre concentration, notre qualité de sommeil ou de repos sera affectée. Diapositive suivante. Justement, cette chimie, on en vient au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on a comme éléments les plus connus dans cette chimie? Donc, je vais vous les lister là, ce sont les principaux, ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Les endorphines, on en a parlé tout à l'heure. Les endorphines, c'est l'antidouleur et l'euphorie. On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais on n'a pas une seule endorphine. On a une vingtaine d'endorphines qui sont synthétisées et elles miment les actions de la morphine en réalité. Donc, on parle souvent de la bêta-endorphine parce qu'elle se lie au récepteur de la morphine dans notre cerveau, dans notre corps. Donc, évidemment, le premier effet évident, c'est qu'une bonne séance de sport, ça nous donne cette douce sensation de bien-être qui survient pendant l'activité, mais surtout après.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une forte production d'endorphines pendant le sport. Donc c'est en plus un antidouleur, donc ça va nous aider à poursuivre de gros efforts, hein. On va les libérer petit à petit, donc on pourra dépasser nos limites pour imager. Et ça va nous donner en plus du plaisir et de l'euphorie. On va diminuer les coups de blues. Alors, quels sont les sports? Je parle sous le contrôle d'Anthony, bien évidemment, hein. Les sports, ce sont les sports cardio qui donnent le plus d'endorphines. Et il faut les pratiquer au moins 30 minutes à un rythme intermédiaire, c'est-à-dire pas facile, pas dur, mais dans un léger inconfort qui va nous solliciter. Et notre pic de taux d'endorphine arrivera 45 minutes à 1 heure après l'effort. Et il atteindra jusqu'à 5 fois la valeur de base. Donc, on se sentira 5 fois mieux finalement. Donc ça, c'est très important et ça va nous aider aussi à continuer le sport. La deuxième hormone dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la vigilance. Parce qu'en plus de l'endorphine, le sport contribue à stimuler la production de dopamine. Cette dopamine va diminuer la sensation de fatigue. Alors, il n'y a pas que le sport qui fait synthétiser de la dopamine et qui va sécréter de la dopamine. Il y a aussi, comme c'est l'hormone du plaisir et de la vigilance, il y a aussi la consommation d'alcool, de drogue ou l'activité sexuelle, mais on ne rentrera pas dans ces champs-là aujourd'hui. L'endorphine et la dopamine, finalement, sont les 2 hormones qui vont rendre le sport addictif. Et cette addiction va avoir d'excellentes conséquences sur notre organisme si on n'arrive pas au stade de dépendance, bien évidemment. Pour suivre, on a encore un paquet d'autres hormones qui vont intervenir, dont l'adrénaline et la noradrénaline. Donc là, ce sont des hormones de puissance et d'effort. Ce sont aussi les hormones du stress. Elles placent le corps dans les meilleures conditions pour produire un effort. Alors, avant, c'était attaquer ou fuir, mais aussi, aujourd'hui, de plus en plus, courir ou pousser une barre. Bref, on va être prêt à bondir en sécrétant l'adrénaline et la noradrénaline. L'intérêt principal de ces 2 hormones dans nos cellules, dans nos temps modernes, on va dire, c'est qu'elles sont capables d'agir sur nos cellules grasses pour leur ordonner de déstocker. Donc, en fait, il va falloir mettre de l'intensité dans nos efforts pour en produire suffisamment. Par exemple, en pratiquant de la musculation avec des poids ou du crossfit, des sprints, des sauts, enfin, tout ce que vous voulez d'un peu intensif. Donc, finalement, quand on fera des débuts d'entraînement un peu intenses pour déstocker, puis prolonger la séance par une activité cardio plus cool pour consommer ce gras, eh ben, on va produire un maximum d'endorphines et finalement, on sera de bonne humeur et en forme toute la journée. Dans un autre registre, mais qui est très connu, nous avons la sérotonine. La sérotonine, vous la connaissez en général tous sous le nom d'hormone du bonheur et certains sous le nom un peu plus barbare de 5-HT parce que c'est de l'hydroxytryptamine. Elle va réguler l'appétit, le sommeil et l'humeur et elle va nous procurer des états de bien-être et d'euphorie. Alors, on va passer peut-être directement à la diapositive suivante pour imager le neurotransmetteur suivant, puisque en fait, concernant la sérotonine, on voit que l'activité musculaire prolongée va libérer un acide aminé qui est le tryptophane. Nos muscles, notre foie vont le synthétiser. Et cet acide aminé va traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la petite barrière qu'il y a autour de notre cerveau et qui le protège, pour favoriser la synthèse de la sérotonine. Cette synthèse de sérotonine est essentielle dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété, de l'appétit et du sommeil, mais je l'ai déjà dit, pardon. On va revenir sur la diapo numéro 8, si vous voulez bien, pour passer au neuromédiateur suivant, un peu moins connu, mais tout aussi important, qu'est la sérotonine, puisque la sérotonine nous permettra d'améliorer les fonctions cognitives. Donc là, on va effectivement produire cette acétylcholine libre dans les exercices d'endurance intense. Donc, encore une fois, là, je parle un petit peu plus de sport qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que c'est pareil dans l'activité physique en général, mais avec des efforts sportifs, on identifie bien
la production de ces neurotransmetteurs individuellement. Le GABA, lui, est un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire qu'il baisse l'activité des neurones. Sans le GABA, ce serait l'anarchie dans la transmission de nos influx nerveux. Ça serait une catastrophe, la transmission nerveuse serait dans tous les sens et le corps n'arriverait pas à gérer cela. D'ailleurs, une sous-production de GABA va donner de l'épilepsie. Donc, vous voyez que si on n'en a pas assez de ce neurone inhibiteur, le corps, les muscles vont agir dans tous les sens parce que la transmission de l'information sera trop hétérogène. Et le sport va nous faire augmenter ces niveaux de GABA. Donc, ça va être très important pour la relaxation musculaire, pour le contrôle de nos muscles, etc. Donc, n'importe quel type d'exercice physique fait augmenter le taux de GABA, mais dans ceux qui augmentent le plus le taux de GABA, c'est effectivement le yoga qui a été reconnu comme le plus efficace. Après une session de yoga, par exemple, on peut aller presque jusqu'à 30% d'augmentation du GABA. Bon, c'est une étude qui nous l'a montré et je trouve qu'on n'entend pas assez souvent parler du GABA qui nous permet d'avoir un corps en bonne santé. Le BDNF, on va passer au diapo 10, si vous voulez bien, pour illustrer le BDNF. Le BDNF, en fait, c'est le Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est le facteur neurotrophique issu du cerveau. Il est essentiel dans les fonctions de raisonnement supérieur parce qu'en gros, c'est comme l'engrais de notre cerveau. S'il est bloqué, l'apprentissage, la mémoire sont bloqués. Il n'y a plus d'engrais, on n'y arrive plus, nos cellules nerveuses ne peuvent pas continuer à fonctionner. Et faire du sport augmente le niveau de BDNF, qui est le facteur de croissance des neurones. On a cru jusqu'en 1999 qu'on avait un nombre fixe de neurones dans notre cerveau, mais en réalité, il y a une vraie neurogénèse, c'est-à-dire une genèse de nouvelles connexions synaptiques dans notre cerveau grâce au BDNF. Et l'exercice physique va augmenter directement le niveau de BDNF. Il y a même eu des expériences récentes qui suggèrent que l'exercice physique plus des antidépresseurs, on va encore augmenter le BDNF. Ce n'est pas une fin en soi, mais il y a eu des études qui ont montré la corrélation entre ces deux-là jusqu'à 250%. Donc, on n'a peut-être pas besoin de tout ça. Le tout, c'est de garder effectivement de l'engrais. On va passer aux diapositives 11, si vous voulez bien. Je vous ai fait un petit tableau qui va illustrer effectivement quel neurotransmetteur va entraîner quelle maladie en fonction de sa variation dans notre organisme. Donc, on va tout de suite penser que, en fonction de ces mécanismes, effectivement, on peut imaginer que des médicaments, en augmentant ou en diminuant nos neurotransmetteurs, vont influer et vont soit soigner, soit en tout cas modérer un certain nombre d'états. Donc, parmi les antidépresseurs, je ne parlerai pas des sédatifs, des thymorégulateurs, des benzodiazépines, etc. Mais certains antidépresseurs vont agir soit sur la noradrénaline, soit sur la sérotonine, soit sur les deux. Ils vont agir soit en bloquant des récepteurs, soit en dégradant le neuromédiateur pour modifier en fait le trajet dans la synapse qu'on a vu tout à l'heure. Je rentre volontairement pas dans les détails, mais sachez que tout ce qu'on a vu avant peut-être vous donne des prémices d'explication pour essayer de comprendre tout ça. L'activité physique, dans tout ça, ne permet pas forcément de soigner. On n'est pas sur du soin à 100%. Et d'ailleurs, il y a des sportifs de haut niveau qui font des dépressions. Le dernier en date pour les nageurs, Michael Phelps, a évoqué sa dépression post-JO. Alors peut-être c'était post-Jeux Olympiques aussi. Mais en tout cas, l'effet produit par l'activité physique va mettre notre cerveau dans des conditions optimales pour que l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tout notre système de neuromédiateurs, neurotransmetteurs, soit équilibré.
Alors évidemment, on parle de dépression légère à modérée, hein. Il sera illusoire de soigner totalement quelqu'un en faisant uniquement des séances sportives. On va essayer déjà de prévenir la non-apparition de ces phénomènes. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'études sont encore actuelles. On ne sait pas tout sur notre cerveau. On en est très, très loin. Là où on pensait qu'il suffisait de donner un médicament type Prozac pour augmenter la sérotonine dans notre cerveau et que ça allait tout régler, non, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment tout un écosystème qui doit rester en équilibre. Et du coup, je conclurai alors par une phrase qui date avec la diapositive suivante, hein, qui date d'il y a fort, fort longtemps, mais qui me semble est toujours d'actualité. C'est Thomas Edison, donc diapositive suivante, qui nous disait déjà à l'époque, donc dans début des années 1900, que le médecin du futur ne donnera pas de médicaments, mais il formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition et aux causes et à la prévention des maladies. Le sport en est la parfaite illustration. Je vous remercie et puis je laisse la parole à Didier. Merci Céline, merci pour ces explications sur le volet de la transformation des éléments qui participent un peu à faire en sorte que cette activité physique jusqu'au sport se caractérise par un certain nombre d'éléments chimiques qui parfois sont ceux que l'on peut donner. Alors, on entend beaucoup parler. Alors, je veux bien voir la diapositive suivante parce que c'est la question du médicament. Alors, aujourd'hui, il est acté que l'activité physique est un produit non médicamenteux qui peut être prescrit. Et on a ces éléments-là qui sont repris dans cette petite diapo. Mais on a aussi une tendance à chercher le médicament qui pourrait être l'équivalent de l'activité physique et sportive, et qu'il y a des vraies études qui sont faites en laboratoire pour sortir cette petite capsule magique dans laquelle, en l'ingérant, on aurait l'équivalent d'1 heure d'activité physique, voire 2 heures. Donc, la prescription pourrait être médicamenteuse. C'est surtout pas l'enjeu, et c'est bien aujourd'hui ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'à se bouger, en ayant une activité physique modérée, voire un peu plus intense, ou en ayant une activité physique et sportive, on peut accompagner et prévenir des pathologies, et c'est tout l'enjeu un peu de faire cette petite présentation. Donc, je vais redonner la parole cette fois à Anthony, qui, dans la continuité des propos de Céline, va essayer d'illustrer de quelle manière, lui, aujourd'hui, au travers son activité physique adaptée, participe un peu à mettre en place un certain nombre de programmes. Alors, on aura, Anthony, pas forcément que le volet des troubles psychologiques ou de la dépression. Parce qu'en fait, on sait aussi, et il faudrait juste que tu rebondisses un peu là-dessus, c'est que derrière la pratique d'une activité physique, on a aussi un élément social qui est le fait de se retrouver dans un groupe. Et ça fait partie des éléments qui ne sont pas des éléments physiologiques, mais qui participent aussi à sortir d'un isolement, qui est un des éléments caractérisés dans les troubles psychiques ou psychologiques, qui les amène un peu à se tourner vers soi. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres caractéristiques. Donc, je veux bien que tu embrayes un peu sur la question des bénéfices et la façon de mettre en œuvre, à partir de quel âge et comment on peut organiser tout ça. Ça marche, je vais essayer de répondre. Alors, diapositive suivante, que j'ai intitulée voilà, pour l'activité physique au service de notre santé mentale. Pour qui, comment, par qui. Alors, c'est surtout vous mettre en avant que c'est accessible. Donc, j'ai mis pour tous et partout. La présentation de Céline s'est terminée par un mot qui ressort, c'est la prévention. Donc, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je voulais m'arrêter dessus parce qu'en fait, plus on agit tôt et plus les effets seront intéressants. Alors, je vais encore dire des études, mais c'est vrai qu'il y a une étude qui a montré que les dégradations par inactivité physique apparaissaient souvent à partir de l'âge de 6-7 ans, du fait de l'inactivité provoquée par l'école primaire. Un enfant en maternelle est amené à bouger, il n'y a pas de chaise, on ne passe pas de temps assis en permanence. Les premiers troubles arrivent
partir du moment où on assoit quelqu'un. Donc, vous avez peut-être entendu des campagnes sur pour le mal de dos, le meilleur remède, c'est la marche, c'est le mouvement. Donc, je voulais insister sur cet âge de 6 ans et avant. Donc, on incite vraiment à agir très tôt. Non, alors, déjà pour faire bouger le corps et mettre en jeu tout un tas de métabolismes. On a parlé des synapses, des connexions nerveuses et de la chimie qui va agir sur le cerveau, sur les muscles. Mais il y a aussi le côté comportemental. Aujourd'hui, à l'hôpital d'Angers, on travaille dans le cadre médical sur des programmes qu'on appelle d'éducation thérapeutique du patient. Et on n'est pas sur une pratique avant tout physique, mais bien sur une transmission de messages. L'idée, c'est d'amener un changement de comportement, d'amener la personne, je vous parlais de l'hygiène de vie tout à l'heure avec le brossage de dents, c'est amener la personne à changer ses attitudes par rapport à l'activité physique. Comment on peut, dans son quotidien, réaménager un petit peu son temps et puis insérer des temps de pratique d'activité physique. Donc, pour sa santé, pour rebondir sur ce que Didier a envie que je vous fasse passer, c'est vrai, eh bien, il faut vraiment se dire que la santé, c'est 3 bulles. C'est le corps. Je me fais du bien à mon corps, à mon cœur, à mes muscles, mes os en bougeant. Je fais du bien à ma tête parce que ça va créer justement une chimie à l'intérieur qui va permettre de booster son potentiel neuronal, booster son humeur. Et puis, il y a le côté social. Donc, dans toutes nos activités à Sport pour tous que l'on propose, eh bien, il y a un côté regroupement, c'est-à-dire qu'on va amener les personnes à se regrouper pour participer à des activités collectives, des activités physiques collectives. Et on n'est pas dans une recherche de performance avec de l'individualité qui est boostée, mais bien une recherche de performance à plusieurs. On le sait, hein, qu'à plusieurs cerveaux, on arrive mieux à agir. Donc, la coopération, la cohésion, la convivialité, eh bien, ça booste les performances de santé. Donc, c'est comme ça que l'on intervient. Alors, vous voyez des petits noms de programmes, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en dessous, vous avez des logos de programmes que l'on développe avec la Fédération Sport pour tous. L'idée, c'est entre 12 et 15 personnes, eh bien, de travailler sur une fonction bien précise afin de booster la santé de personnes soucieuses de leur santé ou déjà malades, hein, dans des préventions primaires ou secondaires. Donc, c'est bien le groupe qui est notre force. Et on a des personnes qui, finalement, si elles venaient faire de l'art plastique, de la poésie ou de l'activité physique, ce serait pareil. C'est le prétexte, c'est l'organisation du groupe pour se réunir et donc booster leur activité quotidienne. Donc, nous, on se sert de ce prétexte, c'est vrai, pour eh bien, agir sur le corps et toutes ses fonctions. Donc, notamment sur le cerveau, on a l'hippocampe donc, qui est vraiment stimulé par une activité physique alors suffisante. C'est vrai qu'on peut aborder le mot sport quand on veut parler d'intensité suffisante. L'intensité, pour que ça parle à chacun, c'est je fais mon activité, je peux parler, mais je ne peux pas chanter. Donc ça, c'est vraiment un repère. Je crée un léger essoufflement qui me permet quand même de tenir une petite conversation, mais je ne peux pas siffloter, chanter au cours de celle-ci. Donc c'est à partir de cette intensité que je vais pouvoir avoir une action sur le cerveau. Et on le sait, ça va réguler la faim. Pour donner une anecdote, hein, on a créé une marche itinérante avec les patients en obésité de la ville d'Angers. Et donc, on va marcher sur 3 jours à peu près autour de 60 km. Beaucoup, pour ne pas dire 80% des patients au cours de cette marche nous disent « je n'avais pas remarqué que quand on faisait autant d'activités, on n'avait pas faim ». L'activité physique va vraiment agir directement sur la sensation de faim. Alors, ça se passe au niveau du cerveau. Ça va agir sur la motivation, puisqu'à partir du moment où on a fait son activité physique, eh bien, on a cet hippocampe qui est activé. Et, on a les centres de la satisfaction, ça a été prouvé chez des animaux. Et quand on a fait tester l'activité physique auprès des personnes, des IRM l'ont montré, des IRM du cerveau, il suffit de parler de cette activité aux personnes, eh bien, l'hippocampe se met déjà en route. Donc, ça veut dire que le fait même d'en parler, ça va activer les zones de la satisfaction et de la motivation. Donc, la libido,
on en a parlé un petit peu, qui va être stimulé. Donc, c'est pour ça qu'avec Didier, on est très actif parce qu'on sait que ça fonctionne. Ça va agir sur l'humeur. L'humeur, donc la bonne humeur, le côté social, être bien en société, c'est ça l'humeur, qui est boostée par cette action directe sur le cerveau. Les centres antidouleurs avec l'endorphine, je ne reviens pas dessus, le plaisir, et puis la mémoire, bien sûr. Beaucoup d'études l'ont montré, une pratique régulière va être préventive sur les altérations de la cognition et de la mémoire. Donc, pour être plus concret, les programmes que l'on propose, les programmes d'entraînement ou de réentraînement en activité physique adaptée, eh bien, ils sont d'une durée minimum de 3 mois. On sait qu'en deçà de 3 mois, à raison de 2 séances d'1 heure à 1 heure et quart par semaine, on aura très peu d'effets sur les acquisitions. Donc, il faut quand même y consacrer du temps. Je n'ai pas dit une haute intensité, mais il faut y consacrer du temps. À l'issue de ces 3 mois, on va vraiment avoir un impact sur une amélioration de la condition physique. Donc, je parle des 4 capacités qui constituent cette condition, à savoir l'endurance, la résistance physique, la force musculaire, l'équilibre et la souplesse, donc qui vont être facteurs de santé, au sens santé que j'ai défini tout à l'heure avec les 3 sphères, physique, mentale et sociale. À partir de ces 3 mois, l'idée, c'est de conserver une pratique régulière d'activité physique. Donc, très souvent, on oriente vers de la pratique associative ou de la pratique autonome, mais on sait que l'association, elle est bénéfique puisque la personne va planifier ses temps d'activité et ça va contribuer à un maintien de la pratique régulière. À l'issue de ces 3 mois, si on s'arrête 3 à 4 semaines, en gros 1 mois, eh bien, on sait que quand je dis arrêt, c'est je ne pratique plus. Eh bien, je reviens au point de départ. Je reviens au début, comme si je n'avais pas commencé ce programme de 3 mois. Alors, on peut dire, c'est vraiment, comment on dit, c'est démotivant de se dire qu'il faut y contribuer, il faut agir tous les jours, avoir une pratique 2 à 3 fois par semaine, d'1 heure et demie à une intensité suffisante. Mais en fait, c'est pour ça qu'on agit sur le comportement. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, que vous cherchez à comprendre pourquoi ça fonctionne, changer un petit peu ses habitudes, ça ne veut pas dire devenir sportif, mais bien changer ses pratiques pour pouvoir faire rentrer l'activité physique dans son quotidien. Pourquoi pas le sport avec des doses qui soient vraiment bien calculées pour contribuer à une amélioration de l'autonomie, de la prévention des chutes. C'est le cas du programme PIED, programme intégré d'équilibre dynamique, le programme Diabète Action pour prévenir le diabète de type 2, et puis le programme Cœur et Forme pour les personnes qui sont on va dire, porteurs de risque de développer ou qui ont développé des maladies cardiovasculaires. Donc, cette présentation vous montre que finalement, malade ou pas, l'idée c'est d'entretenir son comportement et puis d'agir au quotidien dans la planification d'activités physiques régulières. Et peut-être en effet, donc c'est ce que tu évoques, c'est l'engagement et le désengagement finalement de chacun sur le sport. C'est vraiment ça, c'est le désengagement pour remettre quelqu'un sur une activité physique. C'est parfois assez long, assez difficile, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des activités physiques quotidiennes qui rentrent dans ce champ-là. On parlait tout à l'heure de jardinage, mais le ménage, tu évoquais effectivement aller chercher les enfants à l'école, tout ça, voilà. Chaque petite pierre permettra de re-rentrer dans l'activité physique et il faut le maximum de fois possible, y compris quand on bosse derrière un bureau, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 12 heures, 20 heures par jour, de penser à se mobiliser pour justement ne pas subir ce désengagement de l'activité physique qui arrive assez vite finalement. Merci Céline. Effectivement, sur cet engagement et ce désengagement, je veux bien par rapport à la diapositive suivante sur laquelle j'avais demandé à Anthony d'intégrer cette partie sur un parcours bien-être pour 2 raisons. Un, parce que ça a été mis en place dans le cadre d'un partenariat avec Sport pour tous, c'est un centre de santé mentale qui est le Sésame à Angers, mais c'est des choses qui se sont faites à d'autres endroits. Je veux bien la diapositive suivante, Bastien. Et l'enjeu, en fait, quand Anthony va en parler, mais derrière ce qu'on vient de dire aussi, il y a quelque chose qu'il faut que l'on ait en tête, c'est que
activité physique ou sport, dans tous les cas, s'il y a bénéfice, il faut qu'il y ait du plaisir à faire et que les éléments qui ne fonctionnent pas, c'est quand vous voulez rentrer dans quelque chose qui serait prescrit parce que ça pourrait répondre, mais que la personne ne retrouve pas un plaisir. Si on veut qu'il y ait de la continuité et un engagement suffisant, et si on veut en plus que derrière les bénéfices soient pérennes, il faut que la personne trouve, et quels que soient les programmes que l'on ait, et quelle que soit l'activité proposée, rentrer par la multi-activité, la découverte d'activités dans lesquelles on trouve un plaisir, ça aide à ce que les personnes, après, derrière, aient ce bénéfice en bien-être, tel que les parcours santé-bien-être. Et celui qui est proposé ici, c'est celui qui a été mis en place. Alors, je peux donner un peu historique. L'idée, c'était d'apporter un éclairage par rapport à des patients qui puissent profiter d'une activité, mais de manière assez accessible et simple. C'est ça. On le voit fleurir dans beaucoup de parcs, hein, auprès de chez vous, j'imagine. Beaucoup d'agrès, d'engins, on va dire, qu'on retrouve dans des clubs de remise en forme, apparaissent dans les parcs, parce qu'on le sait, plus l'activité, comme l'a dit Didier, va être ludique, va être sympathique, un petit peu novatrice, et bien plus elle va susciter du plaisir et on peut y consacrer du temps. Donc, c'est comme ça qu'on a créé un parcours santé-bien-être au sein d'un centre de santé mentale, le Sésame de Saint-James-sur-Loire, donc en bord de Loire, au sein du centre, donc qui a vraiment un parc qui est très sympathique. L'idée, c'est de faire bénéficier aux patients, aux soignants, aux familles, aux aidants, eh bien, de ce parcours, avec une petite fiche qui guide l'exercice. Donc, vous avez à droite de ce fascicule les différents points colorés avec les différents exercices, en alliant à la fois un travail de l'endurance, de l'agilité, de la force, de la souplesse, de l'équilibre. Donc, ça va peut-être vous rappeler ce que j'ai dit juste avant sur les facteurs de condition physique. Eh bien, on a essayé de travailler sur quelque chose de très complet, très accessible, c'est-à-dire que sur les horaires où le parc est ouvert, eh bien, vous, visiteurs, vous pouvez aussi participer à ce genre de petits ateliers. L'objectif, c'est amener de la participation, là encore, amener le collectif, amener un côté social qui est sympa, et puis éviter de se dire que l'activité physique, c'est pénible, c'est la souffrance. C'est juste, à un moment donné, essayer de trouver un petit peu un petit côté récréatif dans les mouvements que l'on peut avoir. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que l'on évoque souvent la non-spécialisation des enfants trop jeunes. Plus on va avoir un enfant qui va toucher un petit peu à tout dans sa carrière de jeune athlète, eh bien, plus on va développer chez lui un comportement actif. Merci. Et la diapositive suivante, juste, c'est pour illustrer le parcours qui est fait. Géolocalisé, c'est voilà, de manière un peu plus géographique. Et en complément à la diapositive qui arrive, quelque chose qui aujourd'hui apparaît, merci Bastien, au-delà de la prescription sur laquelle on va revenir et sur laquelle j'ai demandé à Anthony de préciser ce que le médico-sport peut amener comme éclairage au titre des médecins, mais sur lesquels vous pouvez aussi vous rendre. Il y a quelque chose que vient de dire Anthony qui est un élément un peu nouveau chez nous, mais qui est beaucoup exploré aujourd'hui sur d'autres pays, notamment au Canada. C'est ce qui relève de la littératie physique. Derrière la littératie, ce n'est pas seulement la pratique et l'activité en elle-même, mais c'est tout l'environnement qui participe un peu à ce qu'on reste dans l'activité et qu'on continue l'activité. Et ça, elle est aujourd'hui étudiée chez les publics enfants en essayant de veiller à ce que les enfants, quand ils pratiquent, soient dans un environnement qui leur soit favorable et qu'autour, la motivation ne soit pas intrinsèque, mais extrinsèque également, que tout ce qui concourt à le maintenir dans l'activité soit réuni. Et il y a aussi la place des encouragements de la famille et des proches. Et ce que tout à l'heure disait Anthony quand il évoquait le fait que le parcours puisse être fait avec d'autres personnes, ça, c'est des éléments sur lesquels on peut jouer aussi pour embarquer et engager les gens de manière un peu plus pérenne. Et la personne, la kinésiologue qui évoquait ce sujet-là dans une autre conférence que j'ai pu voir, elle rappelait que la littératie physique n'était pas quelque chose qui était déterminé au plus jeune âge, mais que, y compris plus tard, on pouvait réengager cette question de l'activité et de l'environnement favorable à maintenir l'activité. Je vois que le temps passe, mais je vois bien juste que par rapport au médico-sport, le médico-sport Vidal, c'est l'équivalent du Vidal pour les médecins. C'est l'outil qui a été mis en place par les différents comités sportifs et qui participe à pouvoir orienter vers une pratique en fonction de certaines pathologies. Donc, je sais que Sport pour tous a été sollicité et il y a un certain nombre d'activités qui ont pu être intégrées dans le médico-sport.
comme répondant à certaines pathologies. Donc, je veux juste que tu l'illustres. Donc, j'espère que cette soirée est suivie par des médecins parmi vous, parce que malheureusement, ce médico-sport santé est sous-utilisé. Aujourd'hui, les médecins évoquent très peu cette pratique d'activité physique. Alors, ça va peut-être faire réagir et ne pas plaire, mais c'est vrai que on se bat un petit peu aujourd'hui pour que les médecins prescrivent l'activité physique, même si on sait que les consultations, ce n'est pas évident de pouvoir parler de l'activité physique, mais trop peu de personnes dans toutes les que l'activité physique pouvait être prescrite. Faut savoir que ce médico-sport santé, en fonction de votre atteinte, votre pathologie ou vos facteurs de risque, héréditaires ou non, eh bien, vous avez une définition d'un ou plusieurs sports d'activités physiques et sportives qui vous sont conseillés. Ça peut aller de l'escrime du kayak pour un cancer du sein, à la marche nordique pour une personne diabétique. Donc, vous avez, effectivement, comme un Vidal, hein, on a une activité, et bien on sait que ça va vous permettre de la soigner. On n'est pas sur de la guérison, mais bien sûr du soin, mais ça peut, pour certains, approcher la guérison. Donc, ce médico, il a été créé dans les années 2016-17. C'est depuis 2016 que l'État a sorti un décret sur la prescription d'activité physique, qui est remboursé par certaines mutuelles, pas par le régime général aujourd'hui, mais dans le cas de certains facteurs d'affection longue durée, peut vous permettre de bénéficier d'un remboursement de votre cotisation sur une activité physique et sportive. Donc moi, je vous invite à questionner votre médecin, hein, prononcer le mot médico-sport santé, voyez si vous avez vraiment une attention particulière, un facteur de santé chez vous, vous avez des facteurs de risque de certaines pathologies, eh bien allez-y, mettez les deux pieds dans le plat, sautez dedans. Merci Anthony. Donc, diapositive suivante, c'était celle qui précisait un petit peu le plaisir avec quelques illustrations de Joubert-Bastien, la diapositive. Voilà, donc, et encore merci Anthony pour cette mise en place des différents programmes. Ça se passe chez nous. Voilà. Il y a tous les âges, il y a tous les publics, il y a des programmes vraiment spécifiques, adaptés, jusqu'à des activités, on va dire, très festives, des événementiels. Donc, ça peut se passer près de chez vous. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et découvrir si près de chez vous, nous sommes présents et vous pouvez nous rejoindre. C'est de la non-compétition et du loisir sportif. Merci beaucoup. Je viens à la diapositive suivante, juste pour conclure cet outil, ce petit que j'ai dans les mains ici, le Sporticament, donc, qui avait été créé par une structure proche de l'M-Jeune, qui désormais fait partie de l'M-Jeune, qui s'appelle Monstad. Ils avaient créé cette petite boîte Sporticament et aujourd'hui les médecins dans les maisons de sport santé nous réclament éventuellement cet outil-là parce qu'en fait il s'agit ni plus ni moins que de trouver à l'intérieur de la petite boîte qui a l'effet de médicament un petit livret dans lequel sont données toutes les recommandations qui viennent d'être évoquées. On vous adressera non pas le petit Sporticament parce qu'on ne peut pas l'envoyer sous cette forme-là, puis il est de moins en moins disponible, mais par contre, on vous adressera le document en PDF. On a repris les éléments qui sont indiqués dessus et la façon dont le sport, on est bien sur le sport, mais de manière plus générale, l'activité physique, peut contribuer à prévenir ou à accompagner certaines pathologies. Donc ça, c'était pour le Sporticament. Et la diapositive suivante, Bastien, c'est peut-être la dernière, c'est celle qui parle de la ressource que l'on a au sein de la MGN, qui est ViveOptime. ViveOptime, c'est une plateforme qui accompagne et qui donne un certain nombre d'éléments sur l'activité physique, mais également l'alimentation et tout ce qui relève de déterminants en santé. Et pour des personnes adhérentes MGN et qui sont en situation, alors aujourd'hui c'est réservé à ces publics-là, en affection de longue durée. Le cadre de la loi aujourd'hui limite aux personnes, et nous on a appliqué au sein de la MGN cette prise en compte des affections longue durée. Donc les personnes aujourd'hui en statut d'affection longue durée peuvent bénéficier, en passant par ce numéro de téléphone et cette plateforme, d'un accompagnement avec un coaching et d'autres éléments, mais surtout, ça peut donner lieu à un remboursement à hauteur de 250 € par an, à condition, sur 2 ans, c'est-à-dire potentiellement jusqu'à 500 €,
à la seule condition qu'il y ait une prescription médicale, ce qui est aujourd'hui à faire par le médecin traitant, mais il a tous les outils pour le faire et il sera accompagné pour le faire. La prescription, la situation, je vous l'ai dit, d'ALD qui doit être reconnue. Et après, il faut que la structure qui le fasse ait bien l'éducateur activité physique adapté pour le prendre en charge. Si la structure ne rentre pas dans ces éléments-là et qu'on n'a pas le profil adapté, il est possible que la prise en charge ne se passe pas et que le remboursement n'ait pas lieu. Il s'agit bien d'un remboursement et donc pas d'une prise en charge directe de l'activité, mais c'est bien sur facture que vous pourrez bénéficier d'un remboursement. On pourra revenir sur ce sujet du sport sonnant, ce n'est pas l'objet, mais on arrive à la période des questions. Je vois Sylvie qui m'interpelle. Donc Sylvie, je veux bien que tu nous donnes les questions et puis on va voir qui s'en empare. Alors, il y a une première question sur l'enregistrement de la visio. Effectivement, l'enregistrement sera disponible à toutes les personnes inscrites. Un lien sera adressé par la suite aux personnes par mail. Il y avait des questions concernant justement la MGN, comment elle se positionnait par rapport à la prise en charge du sport, de l'activité physique adaptée. Donc là, la réponse a été apportée. J'espère qu'elle répondra aux interrogations des personnes. 250 € effectivement par an. Et c'est Vivoptime qui centralise ce parcours de prise en charge. Les éléments vous seront également adressés par mail dans la continuité. Il y avait une question sur une personne qui signifiait qu'elle avait une maladie héréditaire qui l'empêchait de pratiquer de l'activité physique, car elle souffre physiquement et moralement. Donc, voilà. Quelle réponse on peut lui apporter? Et puis une autre personne qui intervenait aussi sur comment avoir une activité physique quand on a un travail de bureau. Je continue mes questions. Juste, on va en prendre déjà quelques-unes. Alors, on l'a évoqué un tout petit peu, alors, je ne dis pas que c'est la réponse, mais on a parlé de l'activité physique, mais Céline a évoqué la question de la méditation, du yoga, qui génère aussi des bénéfices en santé, et également donc, en santé mentale. Donc, l'activité physique et les bénéfices, Céline, je te laisserai prolonger, mais ne sont pas que de la mobilisation physique, mais le yoga, qui est une mobilisation lente, ou le tai chi, ou le qigong, ou la méditation, aujourd'hui, sont identifiés comme ayant des caractéristiques. Céline? Oui, en effet, donc les neurotransmetteurs agissent à différents niveaux, hein, et donc les sports agissent aussi sur différents niveaux. Pour ce qui est des douleurs et des douleurs fréquentes, hein, on a vu que la prise en charge de la douleur, il fallait vraiment prendre l'ensemble du problème douleur et ne pas traiter une seule des composantes. Donc la composante psychique, comportementale, émotionnelle et physique, c'est un tout. Et donc, pour la personne qui a posé ces questions-là, il existe aussi des centres de douleurs chroniques dans tous les départements. Ça s'appelle SDRC et c'est consultable. Vous avez la géographie et la répartition de ces centres sur Internet. Sur la partie activité physique en entreprise, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand on a une activité sédentaire en entreprise. Anthony, peut-être que tu peux illustrer des actions qui ont été faites ou la possibilité d'accompagner les employeurs pour inviter à se mobiliser sur son poste de travail. Ouais, donc juste pour rebondir sur la première question, la douleur, et j'embraye ensuite, faut savoir que beaucoup de personnes dans nos cours souffrent, ont des douleurs, et c'est vrai que la douleur, on l'a vu hein, par les sécrétions chimiques, mais aussi tout simplement par le côté récréatif de l'activité, va générer une inhibition, hein, va faire reculer la douleur, et c'est un entraînement. Donc, soit on a un petit peu l'appréhension de passer à l'étape du groupe, et donc c'est là où les enseignants en activité physique adaptée peuvent avoir des réponses individuelles, c'est-à-dire on vient chez vous, on évalue votre condition physique et on vous programme des activités régulières adaptées qui sont en fait une passerelle pour aller vers l'activité collective, mais en aucun cas la douleur doit être un facteur d'abstinence en termes d'activité physique. Ça, c'est important parce que après, on va tomber dans un cercle vicieux et justement, on va ensuite avoir le côté moral qui va s'imbriquer dedans. Donc là, j'invite vraiment la personne à initier quelque chose avec une prise de contact. Sur les entreprises, eh bien, il y a très souvent des entreprises qui nous font appel pour bien démarrer les journées. C'est valable aussi à l'école. Quand on stimule le corps avant une activité qui se veut être productive, eh bien, il faut qu'il y ait une préparation. Donc, ça va être des échauffements, ça va être un réveil articulaire et musculaire.
qui très souvent sont abordés en entreprise. Et puis après, les personnes salariées ou cadres eh bien, s'en emparent et vont le réaliser par eux-mêmes. On le sait, hein, l'aspect coaching, l'aspect encadrement va générer un petit peu plus de mise en pratique et on aura des effets qui sont boostés. Il y a également des aménagements des plages horaires qui peuvent être organisés entre midi et 2 ou des fins un petit peu plus précoces pour permettre en fait, à la personne de se dégager du temps. Si à l'issue de sa journée, elle peut cumuler la pratique et éviter de retomber dans une suractivité avec la gestion des enfants, la gestion de la vie quotidienne, eh bien, c'est idéal. Les effets psychologiques seront aussi nettement augmentés quand on est dans le moment présent, c'est-à-dire quand on pratique cette activité en ne pensant qu'à elle-même et pas en pensant à la liste de courses qu'on va avoir à récupérer juste après. Donc ça, c'est important de se consacrer du temps. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin d'entreprise s'il y en a un ou à en parler à votre employeur. Sachant que la loi a évolué, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus un bénéfice en nature. Donc, les entreprises peuvent être accompagnées et peuvent le proposer sans que ça fasse l'objet d'une taxation particulière. Elles ont même une incitation à proposer aujourd'hui de l'activité du sport en entreprise, puisqu'on est plutôt sur le sport. Avant de reprendre des questions, un livre que j'ai pu et que j'ai partagé autour de la mise en place de programmes d'activité physique, notamment pour les personnes ayant une psychose ou un trouble du spectre autistique. Là, on est vraiment sur le volet pathologie. Il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'on est sur l'approche ludique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et qu'on est bien dans cette idée que selon les publics auxquels on est confronté, on peut aller sur des pratiques qui soient ludiques, mais qui soient simples, et que la complexité parfois nuit à la pratique. Et qu'il faut et là c'est du ressort des éducateurs en activité physique adaptée, d'avoir des consignes qui soient les plus simples possibles, parce qu'il est évident que plus on est en souffrance, plus c'est compliqué d'avoir des consignes qui soient diverses et qui se multiplient. Et la répétition participe à pouvoir mettre en place l'activité. Et ça, on retrouve un peu ce qu'on peut mettre en place avec des publics plus jeunes. Le fait de vouloir avoir une pratique extrêmement codifiée, ce qui est la difficulté parfois avec le sport, où la pratique est codifiée et réglementée. Quand on est sur des activités physiques, on peut tout déconstruire et ça donne de la facilité pour la mise en place. Et on peut s'autoriser à jouer au basket avec 2 ballons, 3 paniers, 4 paniers, on fait ce qu'on veut derrière. Et c'est ça l'avantage de l'activité physique, contrairement au sport dans sa pratique codifiée. Oui, Sylvie, je veux bien que tu reprennes des questions si tu en as quelques-unes à me proposer. Alors, 2 questions relatives à des symptômes. On a notamment la notion de jambes sans repos qui est indiquée et puis aussi les migraines chroniques. Quel sport peut être préconisé dans ce type de symptômes? Ensuite, on a aussi une question sur une jeune femme qui était sportive de haut niveau, qui a eu un arrêt brutal dû au Covid. Est-ce que ça peut être une cause de dépression qu'elle subit suite à l'arrêt brutal? Après, on a des questions un peu plus sur la prise en charge MGN. Faut être malade depuis quand? Des questions des 2 ans. Donc, je vais répondre. Et puis, sur le non-remboursement par un diplômé, enfin, d'un adhérent MGN qui intervient auprès d'un diplômé, voilà comment on résout la situation, la plateforme. Et puis, où trouver la liste des structures adaptées et également où trouver les listings des affections concernées par le dispositif médico-sport santé. Et en dernier lieu, mais je pense que là, c'est Céline qui va pouvoir peut-être apporter des éléments concernant c'est fort que Céline a du mal à entendre. Une collègue de travail qui a des problèmes de santé qui se dégradent au fur et à mesure de la journée. Quelle solution lui apporter en tant que collègue? Voilà. Ah oui, la proximité, c'est-à-dire le père, comment la personne à côté peut accompagner quelqu'un qui aura une souffrance au travail. Céline, tu veux rebondir tout de suite sur la question ou sur… Alors oui, c'est toujours difficile de rentrer dans les cas particuliers, hein, bien sûr. Donc, on n'est pas vos médecins aujourd'hui. Néanmoins, on est là pour donner quelques éclairages, comme on l'a dit depuis le début. Donc, effectivement,
déjà, c'est de trouver évidemment l'activité qui vous convient à vous. Mais quand on reparle de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les jambes sans repos, le GABA donc, ne fait pas son effet. Donc, les signaux sont un petit peu mal organisés. Donc, peut-être s'orienter vers un sport qui va favoriser la libération de GABA, comme le yoga dont on parlait tout à l'heure. Pour les migraines, alors il n'y a pas de sport principal, enfin pas à ma connaissance en tout cas, très ciblé migraine. Néanmoins là vraiment, il va falloir faire le sport qui vous convient et comme le disait Anthony, de le faire surtout de façon régulière, c'est-à-dire quotidienne et de ne pas faire effectivement, pour reprendre l'image de la brosse à dents, de ne pas faire un grand nettoyage de week-end, mais de le faire au jour le jour. Sur la question qui était d'une dépression Covid d'une jeune fille très sportive. Donc, effectivement, tous les ingrédients sont réunis malheureusement pour que cette jeune fille soit en difficulté. C'est ce qui arrive aussi à d'autres sportifs de haut niveau. Et je reprendrai l'exemple du nageur Phelps, là, parce que lui, il en a fait état publiquement. Le fait de passer d'entraînements quotidien très important qui du coup stimulait ses endorphines, sa dopamine et tout le reste à bloc, lui avait généré quand même un niveau basal de neurotransmetteurs plus élevé que la moyenne et que même sa propre moyenne à lui. Donc la redescente entre guillemets était assez délicate. Et encore plus dans une période du Covid où, pour les jeunes, ça a été évidemment une période catastrophique puisqu'ils ont été extrêmement touchés, extrêmement ciblés, extrêmement brimés sur cette période-là. Donc, l'un plus l'autre, évidemment, voilà, on ne pourrait que lui suggérer de reprendre son sport, ses sorties, etc., mais d'y aller surtout très doucement. Encore une fois, il n'est pas du tout question de traiter une dépression à la légère, surtout chez le jeune adulte, chez l'enfant. Il faut vraiment le faire avec beaucoup, beaucoup de précautions. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de discuter ce dossier ce soir, mais de l'accompagner au mieux dans une réaccoutumance au sport, ou en tout cas à la mobilisation de son corps, la refaire sortir, le volet social, toujours très important aussi. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail plus que ça. Anthony, tu avais un complément à faire? Moi, j'ai quelques éléments. Non, j'encourage complètement le discours. Ça met là encore en exergue le côté de la modération. C'est vrai que quand on est dans des schémas de sportifs de haut niveau, et là on parle de sport, mais on pourrait parler de n'importe quelle activité. Quand on se dédie exclusivement, quand on est corps et âme dans une activité, c'est très difficile quand on s'en retrouve privé. D'où l'importance, c'est bien vraiment d'avoir des temps de coupure, des temps de récupération. Et ça fait partie de l'activité physique, la récupération. Les temps de récupération sont aussi des temps où on développe son potentiel. Donc, les temps de récupération peuvent être actifs, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de courir, de vraiment d'avoir des temps très, très actifs, explosifs, et bien d'avoir des temps de yoga, de méditation, où on va travailler sur sa respiration, sur une décontraction complète, qu'elle soit psychologique ou corporelle. C'est hyper important. Le temps de récupération, c'est aussi un temps d'entraînement. Il faut vraiment le voir comme ça. Je veux bien reprendre alors, sur un élément qu'on a peut-être dit et peut-être pas, c'est certainement pas une réponse, mais je pense à la question qui a été évoquée des migraines, et on est loin entre les maux de tête et les migraines, je fais bien la différence. Mais on n'a pas trop insisté sur les bénéfices aussi de l'activité de plein air. Il y a un vrai enjeu à aller aussi vers la nature, vers l'extérieur, et qu'on sait aujourd'hui qu'en termes d'oxygénation, mais aussi en termes de rapport à un environnement, le plein air, la nature a des bénéfices en santé. La vitamine D sécrétée. Donc oui, effectivement, il peut être intéressant d'aller aussi sur des espaces extérieurs. Je me renseignerai concernant, puisque j'ai évoqué, et en toute honnêteté, le fait que la FGN prenait en charge dans le cadre de Via Vie Optime le sport sur ordonnance. Il faut que je vérifie si l'ensemble des contrats, il s'agit quand même de vérifier si tout le monde et tous les contrats
offre cette prise en charge. Donc, à titre individuel, vous pourrez revenir vers mon adresse si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ça, mais j'essaierai d'éclairer dans le retour qui sera fait à la question des lieux de pratique pour des éducateurs à activité physique adaptée et cette prise en charge de manière plus spécifique. Aujourd'hui, il y a des maisons de sport santé qui ont un agrément, qui sont labellisées par le ministère des Sports et dans leur mission, ces maisons de sport santé, il y en a à minima au moins une par département avec lesquelles je vous donnerai les contacts que vous pouvez être mis en relation avec elles. Et une de leurs missions, avant même la prise en charge, c'est l'orientation. C'est-à-dire qu'elles ont pour mission dédiée par le ministère de la Santé et le ministère des Sports, si elles sont reconnues, c'est qu'elles ont un objectif d'orientation. Donc, je vous donnerai les listes sur l'ensemble de la région de ces structures, maisons de sport santé. Et puis sur la question des prises en charge, je vous donnerai tous ces éléments. Je pense qu'il est déjà 19h20, donc s'il n'y a plus de questions, ou s'il y a une dernière question, Sylvie éventuellement, ou si je peux donner éventuellement un mot de conclusion à Céline et Anthony pour que si besoin, on puisse clôturer dans les délais qu'on s'était donnés. Honneur à Céline. Si tu avais une conclusion à nous faire sur ce temps de discussion, format un peu conférence, mais surtout discussion autour de l'activité physique et de la santé mentale. Que c'est un vaste sujet, qu'on a tous à s'y mettre et que ça ne s'arrête jamais et qu'il faut surtout être bien avec ce qu'on fait, en phase avec ce qu'on fait, même si de temps en temps, il faut effectivement se mobiliser de façon un petit peu forcée entre deux réunions Zoom, par exemple. De ne pas oublier de mobiliser chaque partie de son corps, de faire, comme le disait Anthony, un petit réveil de tous nos muscles squelettiques que l'on peut mobiliser par notre volonté. Ça me semble très important. Merci à vous toutes et tous, en tout cas, et très bonne soirée. Merci Céline. Anthony? Pour conclure, c'est juste pour le petit clin d'œil, pour vous montrer que j'ai passé ma soirée sur un ballon. Donc en fait, c'est pas compliqué de faire de l'activité physique, hein, il suffit de s'asseoir sur une boule. Ça c'était le petit clin d'œil. Après, c'est sûr que c'est un vaste sujet. Bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est aussi à chacun bien de savoir ce qui est bon pour lui. Je voulais aussi faire passer la notion d'activité physique pour déculpabiliser chacun. Parce que parfois on dit, bah oui, mais moi, je n'aime pas courir ou je ne veux pas aller à la piscine. Voilà. Mais en fait, chacun d'entre nous, à son niveau, en jouant ou en bougeant chez soi, eh bien, peut contribuer à sa santé propre. Donc, c'est accessible. Et dites-vous que votre corps, eh bien, il s'use, votre corps, votre tête s'use quand on ne s'en sert pas. Donc, allez-y, passez à l'action. À vous de jouer. On est là pour vous aider si besoin. Merci à Céline et merci Anthony. Merci je voulais en conclusion rappeler qu'on sait qu'on a été sur un sujet vraiment très prévention primaire autour des bénéfices en santé sur la santé mentale par activité physique. On n'a pas été sur l'accompagnement lié à des troubles de la santé mentale. Les SISM peuvent avoir cette capacité à parler de la santé mentale de manière aussi positive et on peut penser qu'avec les éclairages de nos deux intervenants, vous aurez quelques pistes d'activité et des propositions. On vous adressera le compte-rendu. Dans ce compte-rendu, la dernière diapo est précisé que c'est la prochaine visio. Merci Bastien. Effectivement, la visioconférence qui sera proposée le 25 novembre aura comme le numérique et l'environnement, toute autre thématique. Attention aux écrans, pas trop. Et donc, on espère aussi que ce type de discussion, conférence, vous répondent à vos besoins. Et puis, dans tous les cas, on est prêt à prendre en compte vos différentes remarques et vos critiques qui nous permettent d'avancer. Je pense que Sylvie, ce qui est prévu derrière, c'est un petit envoi également d'un lien de satisfaction avec tous les verbatims que vous pouvez nous faire remonter, que l'on lira avec attention. Merci à tous. On vous adresse les documents, les liens. Et encore une fois, merci à Céline pour sa disponibilité. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci à Bastien pour la captation et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.